Salut les terriens, je suis ravi de vous retrouver pour ce tour d'inspection des travaux de la Starbase du week-end, avec ce 4ème vol qui se rapproche à grands pas. Pour rappel, les terriens on fera d'ailleurs un live avec Philippe le jour du lancement, mais on vous reprécisera la date et l'heure de diffusion très bientôt. Et pour l'instant, en tant qu'inspecteur des travaux averti, vous savez que le véritable enjeu de cette prochaine tentative, c'est le bouclier thermique du Starship, qui devra tenir le coup absolument si l'on veut espérer des progrès conséquents pour la suite du programme. On en reparle de toute façon dans quelques instants, puisqu'Elon Musk a encore fait des déclarations à ce sujet. On vous donnera aussi des nouvelles du second pas de tir qui commence à prendre forme. Allez, trêve de blabla, Mathias nous attend sur place, on décolle pour Boca Chica. Bon, eh bien, l'avantage avec la technologie, c'est que vous êtes rapidement sur place. Pour ne pas déroger à notre rituel du mercredi et du samedi, les terriens, vous savez que les news légères mènent souvent à l'honneur les visions d'artistes qui aiment imaginer le futur de l'aérospatial. Vous connaissez peut-être ce profil sur X d'un passionné du programme Starship de SpaceX, Starship 26, qui partage avec nous une idée de ce que pourrait être une station spatiale qui tourne en orbite autour de notre planète et dont une multitude de Starship composerait des habitats reliés entre eux par une structure figée. De par la taille des futurs Starship qui disposeraient d'un espace habitable conséquent, on peut effectivement imaginer toutes sortes de choses. Adventure City, une chaîne YouTube dont vous trouverez le lien en description de cette vidéo, elle ne se prive pas de le faire en créant et collectant ici ou là différents visuels afin de se projeter dans quelques années et imaginer ainsi ce à quoi pourrait ressembler réellement la colonisation de Mars. Bref, on a envie d'y être, mais encore un peu de patience. Ah, cette fameuse gravité qui nous complique sacrément la tâche pour envoyer du matériel en orbite, il faudrait pouvoir inventer un système d'antigravité, certes. Vous savez, celui qu'on voit dans tous les films de science-fiction et qui permet de rendre un vaisseau mère plus léger qu'une plume, et qu'au passage l'humanité n'a toujours pas inventé. Ça y est, vous l'avez, vous voyez de quoi je veux parler ? Eh bien, ne bougez pas, parce que SpaceX a peut-être trouvé la solution. Bon, vous l'aurez compris, ce camion ne l'évite pas, bien sûr, et même si SpaceX a le don de nous faire rêver, si le Starship était doté d'un tel système anti-gravité, pensez bien que la fusée n'aurait sans doute plus la forme d'une fusée. Vixi, pour sa part, semble avoir compris le truc. Perso, moi, je n'ai pas compris, peut-être que vous pourrez éclairer ma lanterne en commentaire, éventuellement, les terriens, si vous avez une idée. Allez, rendons-nous sur le site de lancement, car en attendant qu'un scientifique de génie nous invente ce fameux système, rien de tel que du méthane et de l'oxygène liquide pour arracher cette gigantesque fusée à la gravité terrestre. D'ailleurs, quand on parle du loup, il sort du bois, avec ici le S-29 et le B-11 que nous avions laissé mercredi dernier, juste après une répétition générale, cette fois-ci complétée à 100%. Une autre étape de franchie pour les équipes de Boca Chica, donc en vue du 4e vol qui devrait avoir lieu si tout se passe bien, on croise les doigts, le 5 juin prochain ou au pire dans les jours qui suivront. Peu de temps après ce second Wet Dress Rehearsal, alors je sais que mon accent n'est pas parfait, mais vérifiez par vous-même les terriens, ça se prononce bien comme ça. Les chopsticks ont donc tout de suite été sollicités pour aller cueillir le vaisseau afin de procéder à un désassemblage. Alors oui, je sais, on vous avait vanté lors d'un récent journal de la Starbase la vitesse d'exécution des bras de la tour, mais cette fois-ci, comme vous pouvez le voir sur ces images, l'exercice semble fastidieux et prend quasiment 1 minute pour remonter le long du vaisseau et venir se fermer sous ses ailerons. Puis le QD Arm, le bras ravitailleur de la tour, s'est écarté pour dégager le passage et enfin, le vaisseau a été soulevé, désassemblé de son booster, puis déposé de la table orbitale. Une manœuvre, rappelez-vous, qui n'a pas toujours été si évidente. En effet, auparavant, lors des tout premiers assemblages, la procédure réclamait une vigilance accrue de la part des équipes du pas de tir, surtout lorsque l'on sait que ce type de manœuvre n'avait jamais été tenté dans toute l'histoire de l'aérospatiale et que c'est bien SpaceX qui a inventé cette procédure. Avec ce comparatif d'Eliezer Pryon de NASA Spaceflight, on peut constater les progrès accomplis et voir que désormais, cette manœuvre est exécutée à chaque fois sans problème majeur, avec beaucoup plus de précision et de fluidité. Et heureusement, me direz-vous, au vu des nombreux ajustements qui sont faits juste avant chaque lancement. D'ailleurs, le S-29 a légèrement été écarté du Stage 0 afin sans doute de recevoir les derniers soins sur son bouclier thermique.
Notez que la pose des Flight Termination Systems, ces fameux explosifs nécessaires en cas de perte de contrôle sur l'engin, sera sans doute effectuée juste avant le réassemblage des 2 étages en vue de la prochaine tentative. Au passage, sachez qu'une petite équipe d'ouvriers a fixé sur le B11 un palan directement au-dessus de l'un de ses ailerons, sans doute dans l'optique de remplacer ce dernier avant la tentative de vol. Pour rappel, les 2 protections des COPV du B10 avaient été aussi retirées et remplacées juste avant le vol numéro 3, le 14 mars dernier si ma mémoire est bonne. Ici, une partie seulement de l'aileron du booster a été retirée et selon Vixi, ce serait une partie différente de celle retirée sur le B10. Quoi qu'il en soit, on voit que les équipes se concentrent sur les derniers préparatifs sur le pas de tir afin d'être définitivement prêts pour le jour J. Revenons un peu sur la démolition des réservoirs verticaux de la ferme Ergol que nous pensions à terme voir tous disparaître. Bon, il semblerait que lors d'une récente discussion entre Maurizio et Zach Golden pour le live de la chaîne RGV Aerial Photography, que les 3 réservoirs verticaux d'oxygène encore debout, qui ont survécu au massacre de ce démantèlement, puissent trouver un second souffle et servir encore par la suite au dispositif du premier pas de tir. Bon, affaire à suivre. Un balai de camions à nouveau sur la désormais très fréquentée Highway 4, avec cette fois-ci la livraison en plusieurs morceaux, si je puis dire, d'une énième grue dont SpaceX a besoin pour l'un de ses chantiers. Et juste après que le chargement ait été déchargé, que la grue fut reconstituée, elle s'est rapidement mise au travail, et oui, œuvrant déjà sur le chantier du second pas de tir de Boca Chica, ce qui me fait une transition parfaite pour revenir un peu sur ces travaux colossaux qui ont lieu non loin du premier pas de tir. Vous l'aurez compris, Maurizio est de retour dans l'espace aérien de la Starbase pour notre plus grande joie, puisque grâce à ces dernières prises de vue, nous allons pouvoir nous faire une idée plus précise des travaux en cours sur ce fameux second Mechazilla. En effet, pour comparaison, il nous propose ici les 2 clichés relatifs aux fondations de la première et de la seconde tour, de quoi nous permettre de voir l'évolution par rapport au tout début de la Starbase. Pour rappel, nous avions évoqué à plusieurs reprises avec Philippe la possibilité d'un affaissement de la tour du pas de tir actuel en raison du terrain lagunaire de Boca Chica. Il ne fait aucun doute que si les fondations de cette deuxième tour sont revisitées par les ingénieurs de l'entreprise, si elles sont plus soignées et plus importantes que pour la première, elles le sont afin d'éviter cet écueil rencontré sur le premier modèle. Il ne faut pas oublier que le concept d'une tour dotée de bras censés rattraper des étages en vol est une idée en cours de développement et surtout très récente. Ce que vous voyez donc est ici en quelque sorte la V2 du concept de la tour orbitale. Et oui, V2 et pas V3, puisque si vous pensez à la tour du Kennedy Space Center, je lui donnerais plutôt une étiquette de V1.5, mais on revient là-dessus à la toute fin de cette vidéo lorsque nous nous rendrons en Floride. Une discussion intéressante comme toujours entre Maurizio, l'observateur ailé pour ne pas dire zélé de la Starbase, et Zach Golden, puisque selon ce dernier, la ferme à Ergol du pas de tir sous sa forme actuelle et même suite à sa reconfiguration ne pourrait pas suffire à elle seule pour alimenter les 2 pas de tir du site de lancement. Une lacune qui pourrait être comblée, toujours selon lui, par la construction d'un second parc à réservoir, mais qui viendrait cette fois-ci se mettre à l'abri dans le dos de la seconde tour de Boca Chica avec un mur pour la protéger. En se nichant ainsi derrière le second Mechazilla, elle éviterait en grande partie les ondes de choc générées par les Raptors sur le second pas de tir. Affaire à suivre. Qui dit second pas de tir dit seconde tour orbitale, qui dit seconde tour orbitale dit seconde table orbitale. Cette dernière viendrait alors se placer, comme ses travaux de forage le laissent à penser ici, dans un coin qui est au passage le plus au sud du site de lancement. Une localisation donc qui n'a pas été choisie au hasard, mais bien en fonction des contraintes liées à la lagune certes, mais aussi en fonction de la place dont dispose l'entreprise, en fonction de l'expérience acquise surtout. Ainsi, SpaceX tire les leçons de la construction de son premier pas de tir, en choisissant un agencement plus sûr pour la V2 de son second Stage 0. Au passage, même si le mur d'enceinte forme un M, comme Mars, même si ce dernier porte la mention Gateway to Mars, on voit clairement que ce mur, tout sympathique qu'il est, n'a probablement aucune chance de survie, surtout si SpaceX compte construire une seconde ferme à Ergol. Affaire à suivre. Avant de nous rendre sur le site de Sanchez, je ne résiste pas à l'envie de partager ici avec vous les récentes déclarations d'Elon Musk au sujet du Starship. Un Starship qui, dans ses futures versions, verra la hauteur de sa fusée être augmentée, comme nous dit le PDG de SpaceX, et sera surtout capable, selon lui, d'atteindre les 10 000 tonnes de poussée, soit une puissance équivalente à 3 fois celle de la fameuse Saturn V. Bon,
On connaît le bonhomme maintenant. Alors bien évidemment, vous savez que lorsqu'il est enthousiaste, plus rien ne l'arrête. Néanmoins, l'homme semble conscient de certaines contraintes concernant sa fusée, et notamment sur les principaux obstacles qui pourraient empêcher le Starship de devenir 100% réutilisable. Lors d'une discussion avec certains de ses followers, par exemple, le PDG de SpaceX dit, je cite, « Avec des efforts considérables, le Starship deviendra certainement réutilisable à plus ou moins 100%. Il y a de nombreux problèmes très difficiles à résoudre avec cet engin, mais le problème qui perdure est bien celui de fabriquer un bouclier thermique réutilisable pour les rentrées atmosphériques, ce qui n'a jamais été réalisé auparavant. Le bouclier thermique de la navette a nécessité plus de 6 mois de remise à neuf par une équipe conséquente et donc le mot réutilisable pour le coup n'était pas approprié. Il faudra fournir encore quelques efforts donc pour résoudre ce problème et cela nécessitera la construction d'une toute nouvelle chaîne d'approvisionnement pour les briques de protection thermique afin de les produire en grande quantité, à un faible coût et avec un taux de fiabilité élevé. Mais cela peut être fait. Il précise ensuite, dans le fil de la discussion, je cite, que c'est une question d'exécution plutôt que d'idée. À moins de rendre le bouclier thermique relativement lourd, comme c'est le cas pour notre capsule Dragon, où la fiabilité est primordiale, on ne découvrira les points faibles qu'en faisant voler nos prototypes. À l'heure actuelle, nous ne sommes pas résilients à la perte d'une seule tuile dans la plupart des endroits, car le matériau de confinement secondaire ne survivra probablement pas. Je vais expliquer le problème plus en profondeur avec Everyday Astronaut la semaine prochaine. Il s'agit en effet d'une question épineuse, étant donné que d'énormes ressources ont été mobilisées pour la résoudre, mais jusqu'à présent en vain. Bon, on suivra de près cette interview à venir du PDG de SpaceX par Everyday Astronaut, mais on le dit et on le répète, la bonne tenue des tuiles sur le Starship est capitale pour l'ensemble du programme. L'enjeu de ce 4e vol, c'est donc bien la problématique du bouclier thermique du vaisseau, dont Elon Musk avoue lui-même qu'elle n'a pas encore été résolue. Pourtant, de l'efficacité de ce dispositif dépend la rentrée atmosphérique en un seul morceau du prototype, et c'est à cela que l'on pourra dire que la tentative sera réussie ou non. Le S-29 réussira-t-il à rentrer sain et sauf sur Terre? Rendez-vous sur le live du Journal de l'Espace le 5 juin prochain pour la réponse à cette question. En attendant, allons à présent sur le site de Sanchez, sans pour autant nous éloigner de la thématique que nous avons abordée il y a quelques instants. Le second pas de tir de Boca Chica va donc avoir besoin d'une seconde tour, et celle-ci se trouve ici, disséminée en plusieurs segments. Et oui, les fameux segments qui patientaient depuis des semaines sur l'un des quais du port de Brownsville ont finalement rejoint le tarmac de la Starbase. Il manque encore la section 4 et 5 en provenance du Kennedy Space Center et la totalité des segments préfabriqués pourront être patiemment assemblés les uns sur les autres lorsque le chantier du second pas de tir que nous venons de visiter sera terminé bien évidemment. Allez, retournons à présent sur le site de production et j'en profite au passage pour remercier Fred qui a précisé dans les commentaires samedi soir dernier l'appellation exacte de cet hélicoptère qui sert de grue aérienne. C'est donc un Sikorsky S-64 Skycrane. Merci encore pour la précision donc. D'ailleurs ça tombe bien parce que lors du live de Maurizio, nous avons eu le droit à quelques images prises depuis le cockpit de l'engin. Une vue impressionnante. Il est bien évident que pour faire ce genre de métier, mieux vaut ne pas avoir le vertige. Et pour ce qui est du plancher des vaches, un mouvement intéressant a eu lieu ce jeudi dernier sur le site de production avec l'article test B1 14.1 qui a été sorti du premier mégabé pour être transféré ensuite sur le site de Massey où il sera testé. Et oui, qui dit article test dit forcément un test à un moment donné. Chose rare, c'est un article test assez haut, plutôt grand donc, et notez qu'il correspond au sommet d'un booster classique. Partie justement reconnaissable aux trous que vous apercevez et qui correspondent à l'emplacement des grilles fines, ces ailettes grillagées. Un B1 14.1 qui va donc être éprouvé sur le site de Massey, de quoi est traîné par la même occasion le nouveau Can Crusher que nous avons évoqué à plusieurs reprises lors de nos tours d'inspection. Voilà donc aussi une transition toute trouvée. Et oui, du coup nous voici sur le site de Massey. Et très rapidement, en raison encore une fois de cette actualité chargée, il faut bien faire des choix éditoriaux, vous me direz. Arrêtons-nous donc sur ce fameux nouveau Can Crusher, dont on voit au passage qu'une plateforme liée au réseau cryogénique a été installée et semble définitivement prête à recevoir des ouvriers. Pour ce qui est du Can Crusher en lui-même, il semble de plus en plus que seul l'anneau central sera sollicité lors des tests d'écrasement, comme ici sur ces illustrations de Chrome Kiwi. Les deux autres anneaux périphériques supérieurs de plus grand diamètre sont probablement des passerelles permettant une observation de la section martyre, ainsi qu'à la manutention des élingues.
Bon, nous suivrons cela de près et il est fort probable qu'on revienne sur cette nouvelle structure très bientôt. Enfin, le stand d'essai, qui sera réservé aux tirs statiques du second étage du Starship, est désormais prêt. D'ailleurs, le stand en forme de crabe qui surplombe la fosse et au-dessus de laquelle le prototype est toujours installé, est à présent ouverte aux yeux des regards indiscrets. De même, un peu plus loin, la présence d'un camion pour de la livraison d'eau, qui est le signe évident que le déluge du site est opérationnel. D'ailleurs, comme Kiwi nous a détaillé l'ensemble dans certaines infographies dont il a le secret. Et oui, encore lui. Et pour terminer en beauté ce tour d'inspection, et pendant qu'une deuxième tour se construit sur le site de lancement à Boca Chica, en Floride, au sein du Kennedy Space Center, et plus exactement sur le mythique pas de tir 39A, après le démantèlement de la table orbitale, c'est au tour de la tour, excusez-moi pour la redondance, d'être démontée. Et oui, cette version 1.5 dont je vous parlais tout à l'heure, qui est en cours de démontage, comme quoi le tout premier projet du Texas était bel et bien prématuré et insuffisamment étudié, sinon les équipes de SpaceX auraient bien sûr laissé en place cette version équivalente de celle de Boca Chica. Notez que la NASA n'est sans doute pas étrangère, pour ne pas dire certainement à l'origine, de la demande de démantèlement de ce pas de tir. En effet, les sections démontées seront probablement réutilisées sur un autre pas de tir, toujours au sein du Kennedy Space Center, mais rien de certain pour l'instant, donc affaire à suivre plus que jamais. Voilà les terriens, toutes les bonnes choses ont une fin. Merci d'avoir participé à ce tour d'inspection du week-end. Vous connaissez ma chanson de fin de vidéo. Si vous souhaitez soutenir notre travail et faire grandir le journal de l'espace, rien de plus simple et cela ne vous prendra que quelques secondes. Merci donc de vous abonner, d'activer la cloche et de faire briller le pouce en l'air de YouTube. On se retrouve dès lundi prochain pour de la pure culture spatiale avec la suite de notre mini-série démarrée la semaine dernière. Je vous dis donc à très bientôt les terriens.